J'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'étais pas seule à la maison. J'étais prisonnière. J'ai vu une silhouette sombre, mais c'était impossible d'y toucher. La mort m'aurait fait moins peur que ça. Était-ce un ancien employé qui a passé sa vie à maltraiter les enfants et qui continuait à le faire dans sa vie après la mort? Je ne sais pas si j'étais morte, mais je me voyais sur la table d'opération. On est à moitié dans la dimension des vivants et à moitié dans l'au-delà. Dans cet état, on est très vulnérable. On peut facilement tomber sous l'emprise d'un esprit qui rôde. Je croyais qu'il allait m'achever. Je pensais qu'il allait me tuer. Cette rage destructrice était dirigée vers Alex Matsuo. Il fallait comprendre pourquoi pour y mettre un terme. L'entité m'observait de loin pour m'attaquer de nouveau. J'ai grandi à New York, dans le comté de Rockland. C'est à une 50aine de kilomètres de Manhattan, donc de la ville de New York. On était des New-Yorkais, mais on avait le luxe d'avoir du gazon et une grande cour. C'était une vie de banlieue typique de la classe moyenne. Je faisais comme tous les autres enfants en banlieue. Je me déplaçais à vélo, je faisais de la planche à roulettes et je jouais dehors avec mes amis. J'étais heureux. Je menais une vie normale. Je m'amusais bien. J'étais un enfant joyeux et insoucieux. J'ignorais que le malheur me guettait. Tony Lewis, première prise. Prêt? Le cas de Dedrick Hilton est l'un des plus intrigants que j'ai analysé. L'histoire s'étend sur plusieurs décennies et elle a commencé quand il n'avait que 7 ans. J'ai grandi avec ma mère, mon père et ma sœur. J'ai une sœur aînée. Je partageais ma chambre avec elle quand j'étais petit. On avait une toute petite télévision en noir et blanc. Je me souviens bien de notre commode et de la fenêtre qui donnait sur un pommier. C'était un samedi ordinaire. Au pied du lit, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Ça m'a réveillé en pleine nuit. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une sorte de fumée au pied du lit. Elle bougeait bizarrement. J'étais un enfant très curieux. Je n'avais jamais entendu parler de fantômes et j'ignorais qu'on pouvait être hanté. Je me suis avancé vers la fumée. J'ai même tenté d'y toucher. Je me suis rendu compte que le nuage de fumée prenait une forme. Quand j'y ai touché, la forme s'est précisée. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas de la fumée. Je voyais ses yeux, ses épaules et ses bras, mais je n'arrivais pas à voir sa bouche, son visage. Je ne voyais rien de précis. J'ai décidé d'y toucher de nouveau.
La forme s'est volatilisée. Elle a disparu. En tant qu'enquêteuse en phénomènes paranormaux, quand un enfant est impliqué dans un cas, je l'écoute attentivement. À force d'échanger, on se rend souvent compte que ce n'est qu'un ami imaginaire, mais parfois, c'est plus que ça. Il arrive qu'une entité malveillante se présente comme une forme obscure, une sorte de brume ou de brouillard sombre. C'est ce que Dedrick a vu. J'ai donc compris que c'était une apparition sinistre. J'étais encore tout petit quand j'ai vu ça. Je ne savais pas comment en parler avec mes parents ou même avec ma sœur. J'ai décidé de garder ça pour moi parce que j'avais peur qu'on m'accuse de raconter des histoires. Nice. All right. I'm gonna go make dinner, okay? Ma mère était au téléphone. Elle passait son temps au téléphone le samedi. Je m'amusais avec mes jouets, par terre. Ce samedi-là, j'ai eu la même sensation que l'année précédente. J'avais un mauvais pressentiment, en fait. J'ai senti des mains agripper mes chevilles. J'ai été tiré hors de la vue de ma mère. Je l'ai roué de coups de pied pour me libérer. Je suis sorti de la chambre de ma mère en courant. Je me suis précipité vers ma mère. Ma mère a vite raccroché le téléphone pour prendre soin de moi. Cette soirée-là, elle en a parlé avec mon père. Il m'a cru sans hésiter. Il ne s'est pas moqué de moi. Sa réaction m'a angoissé, à vrai dire. Il semblait vraiment inquiet. Il y croyait. La tête qu'il faisait trahissait son inquiétude. Mon père en savait plus sur cette entité. Les enfants ont souvent peur de ce qui se cache dans les garde-robes ou sous leur lit. Ils croient aux monstres. Pour un enfant comme Dedrick, la peur est devenue une réalité. C'est tout un traumatisme d'avoir l'expérience d'un fantôme qui l'entraîne sous un lit. Cet esprit voulait lui montrer son pouvoir. Il voulait que Dedrick sache qu'il pouvait littéralement le manipuler. J'ai été attaqué. Ce que cet esprit me voulait, je n'en savais rien à 7 ans. Je savais seulement qu'il était encore plus agressif et violent qu'avant. Comme je n'avais que 7 ans à cette époque, j'ignorais qu'on vivait dans une des régions les plus hantées du monde, la vallée de la rivière Hudson, dans le nord de l'État de New York. Dans le comté de Rockland, il y avait un institut psychiatrique qui s'appelait Letchworth Village. L'établissement a ouvert en 1911. Il y a eu beaucoup de maltraitance, des conditions de vie exécrables, les patients mouraient. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts là aussi. Et je me demande si, compte tenu de l'histoire si troublante de cet endroit, l'esprit serait un ancien employé de l'Institut qui a passé sa vie à maltraiter les enfants et qui a continué à le faire après sa mort. Je me suis efforcé d'oublier ce qui m'était arrivé. Je n'y ai plus repensé. J'ai fait comme si de rien n'était, et tout semblait revenir à la normale. Environ 1 an plus tard, l'être s'est manifesté une fois de plus. Cette entité a une énergie singulière. C'est comme quand on sent que quelqu'un nous fixe dans une foule.
L'entité était encore plus fâchée et violente. Elle me poussait. Elle était agressive. Elle voulait m'immobiliser. J'étais figé. Je ne pouvais pas bouger. Je sentais que l'esprit tentait de m'enfoncer dans mon matelas. La forme était tellement sombre. Je ne voyais pas à travers elle cette fois-là. Je voyais un masque avec un regard pénétrant et ténébreux. J'ai vu une silhouette sombre, mais c'était impossible d'y toucher. La mort m'aurait fait moins peur que ça. Je lui ai dit « Fiche-moi la paix ». Puis j'ai senti l'atmosphère se détendre. L'entité a disparu d'un coup. Quand quelqu'un affronte un esprit, il faut que la personne fixe bien ses intentions. Quand quelqu'un affirme son pouvoir et montre qu'il contrôle la situation et ne se laissera pas faire, l'esprit le sent et prend ses distances. La colère et la peur sont des sources possibles d'énergie pour les êtres surnaturels. De 7 ans à 18 ans, j'ai été confronté à cette entité à quelques reprises. Chaque fois, le spectre revenait plus fort et plus agressif. J'avais l'impression qu'il me traquait de temps à autre. Daedric a été visé personnellement de nombreuses fois. Ça porte à croire que l'entité ne venait pas de l'institut psychiatrique. Je ne vois pas pourquoi un fantôme de Letchworth Village s'en prendrait à ce point à Daedric. L'esprit devait provenir d'ailleurs. J'avais l'impression que l'entité tentait de m'affaiblir, comme si elle voulait m'empêcher d'avancer. L'esprit voulait me fragiliser au point de me soumettre à lui. Je me suis alors souvenu de quelque chose que j'avais entendu souvent chez moi. Pendant mon enfance, mes oncles et mes tantes parlaient beaucoup de la culture de notre peuple, les Gullah Geechee. Les Gullah Geechee, ce sont les descendants des premiers Noirs arrivés aux États-Unis. Notre peuple a sa propre langue, son folklore, sa façon de prier et sa façon d'interpréter le monde des esprits. Je suis descendante des Gullah Geechee du côté de ma mère. Les Gullah Geechee ont leurs racines en Afrique de l'Ouest. Ils ont été envoyés aux États-Unis en tant qu'esclaves. C'est une communauté très spirituelle. La culture Gullah parle souvent de fantômes, même à l'église. On parle d'une entité qui s'appelle Buhag. Elle rentre chez les gens. On dit qu'elle peut passer sous les portes et par des fenêtres entr'ouvertes. L'entité grimpe carrément sur ses victimes et les immobilise. Les aînés disent qu'elle les monte. C'est presque comme un vampire, mais plutôt que de vouloir du sang, l'esprit veut le souffle. C'est ce qui lui donne l'énergie nécessaire pour se manifester et pour devenir plus fort et puissant. Daedric a peut-être trouvé la bonne explication. Peut-être que le Buhag est venu le hanter. Je sentais que l'esprit me drainait. Mon père m'a parlé plus sérieusement du Buhag. J'ai demandé à mon père s'il l'avait déjà vu. Il a dit qu'il l'avait vu une fois chez nous. C'est pour ça que j'ai cru que quand je partirais pour l'université, l'esprit me laisserait tranquille. À 19 ans, je suis parti pour mes études. Dès que j'ai quitté la maison, le Buhag ne s'est plus manifesté. Mon université était dans les montagnes Catskill, dans le nord de l'État de New York, à environ 2h30 de chez moi. Je menais une vie typique d'étudiant. J'en profitais. Je faisais de nouvelles rencontres. C'était le bonheur. Tout se passait très bien pour moi à l'université. Mais l'entité est revenue. Plus menaçante, plus ténébreuse et assoiffée de vengeance que jamais.
J'étais dans mon lit et il y avait une fenêtre au bout de mon lit qui donnait sur une forêt. Cette fois, je l'ai vu sortir des bois. Je sentais son énergie, sa force qui s'approchait. Je regardais dans les bois. J'essayais de comprendre. Je me demandais ce que c'était. L'esprit ne m'a jamais quitté. Il attendait le moment parfait de réapparaître pour m'attaquer et tenter de me briser. J'ai vu le fantôme dans les bois. Il est passé par ici. Il a traversé le mur jusque dans ma chambre. Je suis tombé par terre et il m'a monté. Il voulait vraiment me faire du mal cette fois-là. Je dirais qu'il n'est pas revenu plus fort, il est revenu plus enragé. J'étais loin de chez moi et l'esprit y était aussi. Il m'avait suivi. Il était plus agressif, ses ongles étaient plus longs et il les enfonçait dans ma peau. Il luttait contre moi, il me tirait. Je lui ai dit, sors de ma foutue chambre maintenant. Maintenant. Je me suis levé. J'ai couru à toute vitesse à travers la maison. J'ai trébuché sur des marches en allant retrouver mes colocataires. Ils voyaient que j'étais perturbé. Ils sont allés inspecter ma chambre. Ils ont regardé sous le lit, autour de la fenêtre, mais ils n'ont rien vu. J'ai eu tellement peur que j'étais encore tétanisé le lendemain. Pendant quelques nuits après ça, je n'arrêtais pas de penser « Pitié, ne reviens pas me déranger ». Je ne croyais pas pouvoir survivre à un deuxième round. J'avais été projeté au sol de façon si brutale. C'était trop. En tentant de répliquer, Dedrick a encouragé l'esprit. L'esprit adore la peur. L'esprit adore avoir le contrôle sur Dedrick. Son but est d'exercer son contrôle sur Dedrick jusqu'à ce que ce dernier meure. Je n'ai pas eu l'impression que cette entité était le Boohag. Le Boohag est un symbole de la culture Geechee et est empreint dans la mémoire de Dedrick. Mais cette entité est décrite comme étant féminine. D'après ce que Dedrick a décrit en parlant de ses visions, c'était l'esprit d'un homme. C'est clair que c'était un esprit. C'était évident. Il me suivait d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'une maison à l'autre. Je n'en pouvais plus. Pourquoi est-ce que cet être me suivait? Qu'est-ce qu'il me voulait? Et pourquoi m'attaquait-il plus violemment chaque fois? Il y a des esprits qui suivent des gens toute leur vie. Ce cas m'a surprise, parce que je n'ai jamais entendu parler d'un cas impliquant un Afro-Américain. C'est très rare. Je trouve la situation exceptionnelle, un phénomène rare. C'était crucial de découvrir qui était cet esprit et pourquoi il s'était attaché à Dedrick. J'étais tellement désespéré que je suis allé à la recherche de réponses dans mon histoire familiale. C'est alors que j'ai appris que dans les années 1800, mon arrière-grand-père Sam Hendrick était propriétaire d'une fabrique d'huile de pain. Il était originaire d'Haïti. Il est arrivé aux États-Unis en tant que noir libre. Haïti a été la première république noire libre du monde. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir un entrepreneur noir à cette époque-là, qui se déplaçait librement, avec assurance. Il n'était pas un esclave. Il a acheté une terre d'environ 80 hectares. Ma famille en est encore propriétaire. Le fait qu'il était propriétaire ne faisait pas l'unanimité. Ça contrariait le Dr Hagen qu'une famille noire ait acheté une terre si vaste et qu'elle travaillait à ses propres fins. Cet homme n'avait pas très bonne réputation. Il n'était pas seulement méchant envers les Noirs, il s'en prenait aux autres races, même aux Blancs. Le Dr Hagen a fini par mourir. Et selon la légende, il a été enterré dans la cour avant de sa résidence et des villageois sont allés déterrer son corps.
ils auraient dispersé ses os sur le terrain. Ça a été difficile de découvrir qui avait dispersé ses os, parce que beaucoup de personnes le détestaient. Pas juste les Afro-Américains. De nombreux Blancs lui en voulaient aussi. Les choses ont pris une tournure étrange chez cet homme. Des gens ont commencé à dire qu'ils avaient aperçu son fantôme en train de marcher. Ils entendaient sa voix dans les bois la nuit. J'y ai longuement réfléchi. Et à mon avis, ce qui m'est arrivé est lié au ressentiment que le Dr Hagen avait envers ma famille et sa descendance. J'ai entrepris des études universitaires et ça l'a contrarié. Je suis absolument certaine que cette entité, c'est le Dr Hagen. De son vivant, cet homme était raciste. Il ne voulait pas voir d'Afro-Américains prospères. La famille de Dedrick avait sa propre maison, sa propre terre. Cet esprit a cherché à se venger. Il en voulait à Dedrick et à toute sa famille. Après avoir vécu ça à l'université, j'ai exploré d'autres formes de spiritualité. Depuis que je me suis engagé dans ce cheminement spirituel, l'entité semble garder ses distances. Je sens sa présence encore aujourd'hui. Elle est omniprésente. Elle me guette de loin et attend la prochaine occasion de m'attaquer. J'ai appris à gérer cet esprit. Peu importe ce qu'il essaie de faire, j'ai appris à répliquer. Il a pris le contrôle de la situation. Ça explique pourquoi l'esprit le laisse complètement tranquille. Le cas de Dedrick reflète l'histoire plus sinistre des États-Unis, comme le racisme et l'esclavage, mais aussi celle des Gullah Geechee. Il y a peu d'enquêteurs de phénomènes paranormaux qui me ressemblent. De pouvoir parler d'un cas comme celui de Dedrick, ça me fascine. Je reste la tête haute et je maudis cette entité. Jusqu'à présent, ça fonctionne à merveille. J'ai grandi à San Diego, un lieu où le climat est parfait et les plages sont magnifiques. Je menais une vie de rêve. J'étais à l'université, je vivais tout près de la mer, je jouais dans une série télévisée, j'étais une comédienne qui travaillait. Tout ça s'est terminé le soir de la veille du jour de l'an en 2005. Il pleut très rarement à San Diego la veille du jour de l'an. Ce soir-là, je me rendais à une fête. La pluie avait rendu la route très glissante. J'étais sur la bretelle de l'autoroute quand j'ai perdu le contrôle de ma voiture. J'ai heurté la glissière de sécurité et ça a endommagé mon auto. Je suis sortie du véhicule et j'ai vu une voiture qui venait vers moi. La voiture m'a percutée, je suis tombée du capot et j'ai fait une chute de près de 8 mètres depuis la bretelle. Je me rappelle quand on m'a sortie de l'ambulance et qu'on a roulé ma civière au centre de traumatologie. J'avais des pertes de connaissance. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Le monde paranormal a un côté obscur et c'est parfois terrifiant. Je souffrais terriblement. La douleur était atroce. J'avais des blessures graves aux organes internes. J'avais une fracture par cisaillement vertical du bassin. Mon coccyx était brisé, de même que 3 vertèbres dorsales. Aaron Goodpipe, première prise. Prêt? Le cas d'Alex Matsuo est le résultat d'un traumatisme extrême.
Les ouvrages qui traitent de phénomènes paranormaux disent qu'il y a une corrélation entre les traumatismes crâniens sévères et une sorte d'éveil psychique. On se trouve dans la mystérieuse dimension entre la vie et la mort. C'est alors qu'Alex Matsuo a croisé une entité de l'au-delà. Je me souviens d'avoir été transportée à la salle où les médecins allaient me prendre en charge. Alex, stay with me, Alex. Il y avait un autre patient dans le lit d'à côté. Il était couvert de sang. Je l'entendais crier. Je me suis dit que si j'étais dans la même salle que cet homme, je devais être tout aussi mal en point. J'ai pensé, ça y est, je crois que je vais mourir. Tout à coup, il ne se passait plus rien. C'était peut-être une expérience de sortie du corps à cause des traumatismes. Sinon, j'hallucinais. Ou mon corps était tellement épuisé qu'il s'est éteint. Mais je n'entendais plus rien. Je ne sais pas si j'étais morte, mais je me voyais sur ma civière. Je crois vraiment que je suis décédée, que j'ai vraiment connu la mort. Alex, stay with me, Alex. C'était comme si je cherchais des points de repère. Je m'attendais à sentir cet amour profond qu'on dit que les mourants ressentent. Je pensais que je verrais une lumière. Je cherchais autour de moi pour voir la lumière. J'attendais de sentir l'acceptation de mon décès. Stay with me. Rien de ça ne m'est arrivé. Je n'y comprenais rien. J'avais peur. Les expériences de mort imminente peuvent varier, mais il semble y avoir une constante dans tous les cas. C'est qu'on a une expérience de sortie du corps. On est dans l'entre-deux, en fait. On est à moitié dans la dimension des vivants et à moitié dans l'au-delà. Dans cet état, on est très vulnérable. On peut facilement tomber sous l'emprise d'un esprit qui rôde. Je me demandais si j'étais morte. J'ai vu une ombre obscure passer devant moi. L'équipe de réanimation s'efforçait de sauver la vie d'Alex. Elle les voyait travailler, mais elle sentait aussi une présence dans la salle. Ce n'était pas un employé de l'hôpital, c'était une entité qui semblait malveillante. Cette vision n'était qu'un avant-goût de ce qui attendait Alex. Ensuite, c'était comme si mon corps me rappelait, ou qu'on me disait que mon heure n'avait pas encore sonné, que je devais rester. Alex. Après un tomodensitogramme et une IRM, on m'a monté à ma chambre. Can you hear me, Alex? 2 patrouilleurs d'autoroute de la police d'État sont venus me voir pour me poser des questions sur l'accident. Can you just tell us what happened at the overpass? J'ai aperçu une ombre qui marchait derrière les policiers. Il faisait sombre dans ma chambre d'hôpital cette nuit-là. Alors j'ai pensé que c'était peut-être une personne qui passait. C'était évident que les patrouilleurs n'avaient pas remarqué la présence de cette personne. Je me suis dit que c'était peut-être parce qu'on m'avait donné de la morphine, qu'il faisait noir, que j'étais fatiguée et en douleur. Tout ça pouvait expliquer cette vision, mais c'était bien plus que ça. Alex, are you sure? Les policiers sont normalement très sensibles à ce qui les entoure. Dans ce cas, les enquêteurs n'ont pas vu cet être qui faisait les 100 pas derrière eux. S'agissait-il d'une créature surnaturelle, peut-être? Les hôpitaux sont propices aux phénomènes paranormaux, parce que de nombreuses naissances et morts y ont lieu. La veille du jour de l'an à San Diego, plus de 10 personnes peuvent mourir dans les hôpitaux de la ville, rien qu'au cours de la nuit. Est-ce que c'est une de ces âmes perdues qu'Alex a vues?
Pendant mon séjour à l'hôpital, ma mère est venue s'occuper de moi. Un des soins qu'elle voulait me prodiguer, c'était de me brosser les cheveux. La brosse était sur le plateau, et alors qu'elle a baissé la main pour la prendre, la brosse a fait un bond, comme ça. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, elle a essayé de prendre la brosse de nouveau, et la brosse a été projetée du plateau. Il y avait aussi un verre d'eau sur le plateau, et peu après, le verre est tombé du plateau et a volé en éclats, sans qu'on y touche. Il y avait de l'eau partout. On était seuls dans ma chambre. Il n'y avait aucune façon d'expliquer ce qui venait de se produire. Je commençais à penser qu'il se produisait un phénomène paranormal, et ça me terrifiait. L'activité surnaturelle augmentait et devenait plus évidente, et Alex Matsuo semblait être ciblé. La question, c'est pourquoi? J'ai enfin reçu mon congé de l'hôpital. Je n'étais pas totalement autonome encore. Ma mère est devenue ma pourvoyeuse principale de soins pendant la suite de ma convalescence. J'étais soulagée de ne plus avoir à me préoccuper des choses étranges qui s'étaient produites à l'hôpital. Je croyais avoir retrouvé ma liberté. Au début, tout était paisible. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère a dû retourner au travail. Elle avait épuisé ses congés pour prendre soin de moi et me rendre visite à l'hôpital. J'étais donc seule à la maison. Je ne pouvais pas conduire, je ne marchais toujours pas. Ma mère et moi, on a commencé à se quereller assez souvent. J'avais l'impression d'avoir régressé au stade de l'adolescence, quand on tient tête à ses parents. Je me sentais comme si une force tentait de m'influencer ou de jouer avec ma tête. J'avais l'impression que quelqu'un cherchait à m'intimider. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à avoir des cauchemars horribles. Je ne voulais plus m'endormir. Je voyais une silhouette d'homme. Il s'approchait toujours tout près de mon visage et criait après moi. Les cauchemars ont continué et j'ai commencé à voir cet homme de plus près. Chaque fois, il se rapprochait de moi et j'ai fini par voir son visage. Il était couvert de sang. Son crâne était fracassé. Je voyais son cerveau. Les vaisseaux sanguins pulsaient. C'était horrifiant. J'étais absolument terrifiée. Je ne savais pas quoi en déduire. Alex était perturbée et c'était ancré dans son inconscient. Elle a commencé à faire des cauchemars, elle se sentait très troublée. À mon avis, c'est un signe qu'il s'agissait d'un esprit qui lui en voulait personnellement. Les cauchemars étaient récurrents. Quelque chose de grave semblait se produire. J'étais terrifiée. J'avais très peur. Je me demandais toujours en me couchant si j'allais faire un autre cauchemar. J'étais seule à la maison. J'ai entendu des bruits de pas, comme si quelqu'un montait et descendait l'escalier. J'avais du mal à respirer. Je sentais que j'étais en danger. Je n'étais pas seule à la maison. J'étais prisonnière. J'étais encore en fauteuil roulant. Je n'avais aucun moyen de m'enfuir. J'étais dans un état constant de panique. J'assurais mes arrières. Je cherchais l'intrus. Où était-il?
Un soir, j'étais à la maison avec ma mère. On regardait la télé ensemble tranquillement. Tout à coup, la maison s'est mise à trembler. On aurait dit un tremblement de terre. Ma mère s'est armée de sa Bible. Elle s'est mise à lire des versets. I will fear no evil. Je suppliais ma mère d'arrêter de lire des passages de la Bible parce qu'elle aggravait la situation. Ça prend beaucoup d'énergie pour un esprit de bouger des objets. Encore plus pour faire secouer une maison. Ça me porte à croire qu'il s'agissait d'un esprit très puissant et qu'il était particulièrement motivé à se manifester. J'ai vu ça comme la suite de ce qui s'était produit à l'hôpital. C'était comme si la tension montait de plus en plus, comme un ballon qu'on gonfle, jusqu'au point d'éclater. Plus tard, ce soir-là, je suis allée me coucher. Why you and not me? Il a réussi à s'approcher de moi et à me toucher. Il m'a enfoncé dans le matelas. Je croyais que c'était la fin, qu'il allait me tuer. Il disait « Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi toi et pas moi ?» Il était tout près de moi. Il s'est rué sur moi. Il semblait vouloir m'étrangler. Mes cauchemars sont devenus si terribles que je sentais ses mains autour de mon cou et ses efforts pour m'enfoncer dans le matelas. C'est alors que j'ai compris que j'avais déjà vu cet homme. Je savais qui il était. J'ai compris que c'était l'homme que j'avais vu au centre de traumatologie. Ses yeux. Je voyais ses yeux. Il avait le regard enragé. Il avait tant de colère. Il trouvait que son avenir lui avait été volé et que c'était ma faute. Il pensait que j'avais causé sa mort. C'est ce que j'ai compris. Je me disais, « Oh mon Dieu, arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! » Ma mère a contacté une amie qui s'y connaissait en phénomènes paranormaux. Son amie a proposé d'envoyer un membre de son église pour évaluer la situation et voir si cette personne pourrait nous aider. C'est une femme grecque qui est venue. Elle parlait surtout grec, mais elle nous a expliqué qu'elle allait pratiquer un rituel pour voir si l'entité s'était attachée à moi. Avec de l'huile d'olive, elle a tracé un signe de croix sur mon front. Elle a dit qu'un esprit s'était attaché à moi. Il me jalousait, il était en colère contre moi et voulait ce que j'avais. C'est là que j'ai compris que cet homme était fâché contre moi parce que j'ai survécu cette nuit-là. Et il a péri. J'ai survécu. Il est mort. La femme a fait le tour de la maison pour la bénir. Elle a aussi récité des prières dans chaque pièce.
La cérémonie a fonctionné. Ça a marché. Ça a marché. Je suis contente qu'il soit parti. Dans des cas comme celui-ci, les exorcistes travaillent souvent à l'aveuglette. C'est comme administrer un médicament. On espère pouvoir éliminer le mal, mais rien n'est assuré. Il n'y a aucune façon de prédire l'issue de l'intervention. Cette femme a fait du bien à cet esprit, en l'aidant à avancer vers l'au-delà. Elle l'a aidé à accepter qu'il devait franchir la prochaine étape dans son parcours spirituel. Il devait avancer et lâcher prise de son sentiment d'animosité causé par sa mort. Je n'ai plus eu de vision de cet homme. Cette expérience m'a permis d'apprendre que notre existence transcende les limites du corps. Il existe une sorte de vie après la mort. Et l'amertume ou le ressentiment d'une personne peut la suivre jusque dans l'au-delà.